une association qui est basée à Paris, qui s'appelle 14, et particulièrement intéressée par la thématique en général, mais on essaye de mettre en œuvre voilà, dans un projet d'habitat participatif à destination des immigrés. D'accord. Oui. Bah, c'est bien, c'est déjà des connexions qui peuvent se faire. Ouais. C'est pas mal. Ouais, puis en plus, je suis à moitié malgache, donc c'est. Parfait. Voilà. Tout le monde est dans le thème. Non, mais on n'oublie pas notre source. Si c'est nous, à l'extérieur, n'amène pas notre aide là-bas, rien n'avance. Donc, il faut que chacun apporte son petit morceau pour qu'un jour, nous sommes oui. Ouais. C'est une très belle phrase. Ok, moi du coup, Jim Nourri, je suis à Calitropique et en parlant biosourcé, et plastique aussi, tout ce qui est emballage avec ma collègue Virginie, que vous avez pu voir peut-être dans l'autre salle. Principalement à La Réunion et de temps en temps, quand les projets le permettent, à Maurice ou d'y aller pour cette thématique-là, je dirais à Madagascar, mais pourquoi pas à l'avenir. Voilà, comme on n'est pas beaucoup, je vais dérouler la présentation et on peut peut-être échanger de manière un peu informelle. De toute façon, c'est enregistré, la présentation et même nos échanges. Donc, on va passer ça aux personnes qui n'ont pas pu présenter, qui auraient voulu l'être. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est principalement un atelier, un webinaire sur la cartographie des acteurs, des écomatériaux pour le bâtiment. L'atelier 5, on va dire, c'est un retour d'expérience plutôt qu'une restitution par rapport à l'avancement qu'on a eu, etc., et aux différentes peut-être problématiques qu'on a pu rencontrer pour mener ce travail avec Madagascar. On va en reparler. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Hop. C'est le Teams qui est. Ouais. Ils sont. Qui se reconnectent. Ok. Voilà, pour revenir sur le projet BioEcoI, on va remettre un petit peu le cadre de pourquoi on est là aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est déroulé. Donc, l'objectif du projet ECOI, projet Interreg, favoriser le développement collaboratif des filières de la bioéconomie tropicale dans les pays de la zone OI occidentale. Donc, des projets avec La Réunion, Maurice, Madagascar, Rodrigue et les Seychelles sur différentes thématiques, la bioéconomie de manière générale, mais par exemple les cosmétiques avec Rodrigue et en particulier les matériaux avec Madagascar. Donc nous, on est plutôt dans cet axe-là, matériaux avec Madagascar, avec nos partenaires, le CNRIT et l'ESA, dont on a deux représentants aujourd'hui ici. Donc 4 actions stratégiques pour cet programme Interreg Excellence BioEcoI. Nous, on se situe sur l'action numéro 3, identification des acteurs et des initiatives autour des écomatériaux. Puis vous pouvez voir les 3 autres thématiques avec la valorisation des PAPAM et de la cosmétopée, la structuration de la bioéconomie tropicale entre Réunion et Maurice, et aussi la création d'une communauté d'acteurs autour de l'innovation et des filières bioéconomie, principalement axe 3. Donc aujourd'hui, cette restitution, c'est plutôt un retour d'expérience, comme je l'ai dit. Principalement, on s'est rendu compte que c'était un projet très ambitieux par rapport à l'étendue déjà du territoire de Madagascar. Principalement, on s'est rendu compte assez vite qu'il n'était pas forcément possible, dans la mesure de temps imparti, de faire un état des lieux complet de tout ce qui se fait en termes d'écomatériaux dans toute la zone de Madagascar. C'est immense. Et même cibler quelques zones, c'était assez compliqué pour une équipe, on va dire, composée sur ce projet-là de une personne, c'est-à-dire moi, et sans forcément être sur le territoire, surtout. C'est surtout ça le problème.
Donc la tâche était un peu grande, un peu ambitieuse de faire cette cartographie à distance. Donc il y a un travail réel qui a été complété, qui est à compléter, pardon. Donc on a fait 5 ateliers, donc 2 focus, un sur la filière bambou, un sur la filière terre. Donc des liens ont commencé à être créés entre les îles, principalement basés sur quel projet existe, etc. Des liens peut-être plus tôt recherche que opérationnel entreprise, on va dire, pour l'instant. Donc on a essayé pour avancer le mieux possible sur certaines ressources, de recentrer cette cartographie, ou en tout cas cette étude, on va dire documentaire pour l'instant, sur 3 ressources. Donc, on a ciblé le bambou, la terre et les fibres d'une manière générale. Donc, nous n'avons pas une cartographie terrain qui est exhaustive, mais on a plutôt une cartographie bibliographique, on va dire, qu'il faudra compléter par des visites terrain et pour rencontrer les différents acteurs sur le terrain. Donc, une suite à mieux. Donc, comme on n'est pas beaucoup aujourd'hui, on va peut-être orienter les échanges pardon, sur comment améliorer la suite de ce programme, sur quelles ressources peut-être se focaliser, sur quelle région ou zone de Madagascar peut-être porter une attention particulière. Donc ça, c'est avec votre input par rapport à ça et peut-être le retour un peu personnel de chacun. On verra par la suite. Donc il reste un atelier à faire pour ce programme Excellence Bioécoï, l'atelier numéro 6, où on va justement essayer d'identifier les actions à suivre donc après le projet. Donc pour rappeler un petit peu les ambitions, la cartographie des acteurs des écomatériaux. Quand on parle d'écomatériaux, on avait en tête principalement 3 ou 4 types de matériaux. Donc ce sont principalement des matériaux qui sont bas carbone, qui ont les mêmes usages avec un. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, émettrait de construire localement avec que cet impact carbone global sur l'environnement soit diminué. Donc, à quoi on pense quand on parle écomatériaux? Il y a les matériaux géosourcés, la terre, les briques, le pisé, la chaux, tout ce qui est enduit à base de ressources naturelles. Donc ça a été la terre en particulier, les briques ont été un sujet particulier de notre étude documentaire. On a les produits, les matériaux biosourcés, tout ce qui est fibres naturelles transformées, ou fibres naturelles ou fibres transformées, pardon. On a quelques images avec de l'isolant un peu à base de produits biosourcés, des toitures en fibres. Ça peut être de l'isolation, ça peut être voilà, de la couverture, etc. En vétiver, en raffia, même le bois surtout. Le matériau biosourcé principal, c'est le bois. Mais bon, qu'on a exclu en particulier à Madagascar par rapport aux conditions de ce qui est déforestation et utilisation du bois. Donc après, on a aussi les matériaux géosourcés plus biosourcés, donc tout ce qui est composite, un peu mélange, par exemple, enduit terre chaud, des mélanges avec de la terre et des fibres. Principalement, encore un exemple de matériaux biosourcés, le bambou, donc, qui a été l'un des focus de notre travail aujourd'hui, et aussi les matériaux recyclés, tout ce qui est plastique, caoutchouc. Donc on voulait intégrer tout ça à la base dans notre cartographie. Mais bon, la multiplicité des actions, des projets, etc., a fait qu'on s'est recentré sur la terre et le bambou. Et les fibres aussi, une certaine partie. Donc les objectifs, c'était quoi? Le livrable, c'était une cartographie de Madagascar. Je me suis trompé sur le drapeau, mais très bien. Les acteurs des écomatériaux, sur les acteurs des écomatériaux. Le but était d'améliorer le lien entre les acteurs des écomatériaux, donc faire le lien entre, par exemple, des organismes de recherche comme le CNRIT ou l'Université de La Réunion ici, pour avoir comment dire, peut-être des sujets communs, peut-être faire des tests sur de la matière qui viennent de Madagascar à La Réunion et inversement, tester différents climats, etc. En tout cas, faire émerger des idées auprès des personnes qui seraient partie prenante de cette démarche. Aussi, faciliter le lancement de projets collaboratifs interrégionaux. Bonjour. Installez-vous, il n'y a pas de problème. Donc, deuxième objectif visé, faciliter le lancement de projets collaboratifs interrégionaux, que ce soit des projets de recherche, comme je l'ai dit juste avant, ou alors des projets d'entreprise. Donc, par exemple, une entreprise qui veut fabriquer un logement ou tester des matériaux qui proviendraient de Madagascar à La Réunion. Le but, ça aurait été aussi de faire communiquer un petit peu ces personnes-là et de voir comment on peut faire des projets inter-îles. Voilà, bénéficier d'un support technique des deux territoires. Donc, on a identifié que Madagascar a beaucoup
beaucoup de compétences sur tout ce qui est bambou, tout ce qui est caractérisation de la matière, accessibilité de la ressource aussi. Et La Réunion, peut-être plus de compétences autour de la caractérisation avec des laboratoires qui sont peut-être plus fournis, etc. Et plus d'équipes de recherche. Le but, c'était d'essayer de faire un peu des voir quelle pourrait y arriver. Donc, favoriser les échanges, les business et la compétitivité aussi des entreprises à travers. Très ambitieux. Donc, c'était un petit peu ça qu'on s'était dit au début. On a vite recentré en fait l'étude principalement sur le bambou, les fibres et la terre à la suite de cette étude-là. Donc, c'est une étude qui a été menée par Cap Business Océan Indien sur les chaînes de valeur biomasse dans l'océan Indien. Peut-être que vous l'avez déjà parcouru ou vu en ligne. C'est une étude qui a été terminée en fin 2025 et qui, en fait, a fait l'état des lieux de plusieurs biomasses dans différents pays. Ils ont regardé Madagascar, ils ont regardé La Réunion, etc. Et ils ont montré que les mieux notés pour Madagascar étaient le bambou avec avec cette annotation, ressources abondantes, 40 espèces, dont 35 endémiques, en tout cas dans le cadre d'études qui ont été validées, et qu'il y a des initiatives privées à accompagner. Donc, ils ont mis le bambou en tête de leur liste pour un accompagnement, en tout cas, le développement de cette filière-là. Ensuite, le raffia et les fibres naturelles. Donc, une réelle expérience à Madagascar sur l'artisanat, sur l'export aussi de matériaux, de produits fabriqués à partir de fibres naturelles. Un gros potentiel parce qu'une structure déjà créée autour de réalisation artisanale qui pourrait grandir vers des matériaux de construction ou peut-être des matériaux d'aménagement à plus grande échelle. Donc c'est ça qu'ils ont identifié. Et aussi balle de riz, résidus agricoles massifs et sous-valorisés. On ne l'a volontairement pas inclus dans notre étude, nous, mais en tout cas, c'est un des gisements qui seraient les plus prometteurs aussi à Madagascar, selon cette étude de Cap Business. Donc, je l'ai dit un petit peu aussi au tout début, le bois d'œuvre et le bois d'énergie ont été éliminés de l'étude de Cap Business parce que, voilà, pression déjà que la ressource, les considérations par rapport à la déforestation qui sont à prendre en compte. Donc, on n'a volontairement pas regardé le bois dans cette étude-là. Le sisal aussi, parce que entièrement valorisé et que, voilà, une filière en perte de vitesse selon cette étude de Cap Business Océan Indien. Donc, on a recentré sur le bambou, la terre et les fibres. Pour revenir un petit peu au déroulé de notre programme, on a réalisé un premier atelier le 31 octobre en visio, où on a fait intervenir nos partenaires du CNRIT, nos partenaires de l'ESA et des structures de recherche de La Réunion. Donc le CERIB Océan Indien, le CERIB qui est le centre de recherche et d'innovation sur le béton, parce qu'ils travaillent à Madagascar, parce qu'ils ont aussi des projets autour des bétons biosourcés, avec l'inclusion de matières végétales dans des matrices cimentaires. Le LabIMAC, qui est notre laboratoire récent à La Réunion, sur tout ce qui est fabrication de matériaux en terre, matériaux biosourcés, tests, caractérisation, et plein de projets universitaires autour des matériaux de construction écologiques. Alvéole, qui est intervenu aussi lors de cet atelier 1, pour l'accompagnement de projets plutôt orientés autour de la tech, on va dire, autour du bâtiment aussi, avec qui on travaille en collaboration et avec qui on mène un laboratoire de prototypage, de fabrication aussi, qui est en train de s'équiper en machine actuellement, donc quelque chose de très récent. Donc, 3 ateliers se sont suivis ensuite. Un atelier 2 en décembre 2025 autour de la méthodologie, comment on voyait les choses, comment amener cette recherche d'informations qui a été dispensée lors des 20 ans de Calétropique en décembre 2025. Un atelier 3 en mai sur le bambou, focus sur le bambou, avec une présentation de l'ESA, une présentation aussi de Ecobat Réunion, Ecobat qui est un réseau d'artisans local et qui mène en fait un projet autour du bambou à La Réunion sur la caractérisation de la filière, sur qu'est-ce qui manque, etc., pour essayer de faire levier au niveau des financements et avoir de quoi planter, récolter, traiter et distribuer du bambou. Donc voilà, c'est en train de se monter en ce moment à l'échelle de La Réunion. Atelier 4, début juin, sur la terre crue, donc avec l'input du CNRIT notamment, on va en reparler un petit peu après, et le LabIMAC et l'Université de La Réunion sur leur projet Matarun, qui est un projet autour de la caractérisation des terres à La Réunion, pour voir s'il y a potentialité à faire, comme dans les îles voisines, des matériaux à base de terre crue.
Et aujourd'hui, voilà, restitution de la cartographie, qui est plutôt, comme je l'ai dit, une restitution documentaire sur et des actions sur comment travailler par la suite, quelles sont les actions à mener ensuite. Donc voilà, un atelier suivra, comme j'ai dit, en juillet 2026 sur la constitution peut-être de groupes de travail, peut-être d'organiser quels échanges, quels matériaux, donc comme j'ai dit juste avant. Voilà, donc pour revenir à l'atelier 1, 24 participants, présentation croisée, comme j'ai pu déjà le dire, des premiers liens entre structures de R&D et des acteurs économiques étaient déjà présents lors de la visio, Azovato, Taosina Lab, etc., qu'on a retrouvé dans nos autres webinaires. L'atelier 2, méthode et premiers éléments. Donc pareil, j'ai présenté plusieurs entreprises qu'on avait déjà préidentifiées par rapport au réseau de la CMA aussi Antananarive, qui nous avait donné une liste d'entreprises intéressées par la démarche et qu'on pouvait contacter. Donc à la base, on s'était déjà concentré au niveau de l'atelier 2 sur ces 3 zones de Madagascar pour la première zone par rapport à la présence de nos partenaires sur la ville de Tana, et les 2 autres zones par rapport à la présence de différents types de... Donc on a beaucoup de bambou et de terre, de construction en terre crue et de bambou dans ces 2 zones. Voilà, donc atelier 3, pour revenir un petit peu sur l'atelier 3 et qu'est-ce qui s'est dit pour l'ingénierie du bambou dans le bâtiment. Donc 2 interventions, de l'utilisation du bambou, une autre sur l'amélioration de la conception des habitats traditionnels. On travaille sur un grand projet qui s'appelle, partenaire d'un grand projet qui s'appelle Be Resilient, sur le bambou et de la filière à Madagascar. Notamment, ces 2 personnes nous ont parlé de 2 aspects très, très différents et très importants. Le premier, c'est la perception locale, c'est-à-dire le côté social du bambou. Moi, j'ai appris par exemple que le bambou avait peut-être une connotation un peu différente que ce qu'on pouvait avoir en tête à La Réunion là-bas, et qu'il fallait en fait comprendre comment la population locale perçoit le bambou avant d'essayer d'en mettre partout et de créer des maisons. De la même façon, le docteur Manitra nous a présenté une présentation très technique sur comment concevoir et comment améliorer des habitats traditionnels quand on utilise la fabrication avec des chaumes de bambou. Ensuite, on a eu Madame Joanne Razafamirao sur les perspectives R&D architecte qui a travaillé beaucoup bambou à Madagascar, beaucoup de réalisations et qui a fait beaucoup de R&D, beaucoup de chantiers, etc. Donc, par exemple, c'est une personne d'intérêt pour ce type de réalisation-là, très, très, très comment dire, experte dans le bambou, mais de manière très terrain et opérationnelle. Et ensuite, la présentation de Ecobat avec Mathieu Sutre qui nous a présenté l'initiative à La Réunion et l'étude de structuration de filière dont je vous ai parlé juste après. Qu'est-ce qu'on retient de cet atelier 3 ? Donc principalement que le bambou est une ressource abondante à Madagascar, parfois difficilement accessible, parfois non gérée durablement, abondante, donc on est sur un parc qui est très vaste, mais cette ressource peut être mal gérée. On va dire qu'aujourd'hui, il y a des besoins en termes de gestion durable de ces ressources-là, de traitement, de normalisation et de formation aussi des populations locales à l'utilisation de cette ressource. Ce qu'on tient aussi, c'est qu'il y a une filière réunionnaise en cours de structuration et qu'il y a des complémentarités en fait évidentes entre les 2 îles, que l'une peut apprendre de l'autre, que voilà, Madagascar a beaucoup plus d'expérience sur l'utilisation du bambou, en tout cas de manière vernaculaire, que la Réunion. Retour terrain, principalement alimenté par Johan, de son travail intensif avec le bambou. Donc le bambou nécessite une transformation assez forte, donc traitement, et sans modèle économique solide, les initiatives peinent à durer. Vas-y, oui, non, c'est ouvert. On parle du bambou utilisé tel quel. Tel quel. Ce ne sont pas des collés, des Non. choses comme ça en fait. C'est du bambou non transformé. Juste coupé, c'est des chaumes de bambou utilisés en poteau, ou soit en demi-poteau, etc. Les transformations, on va venir presser, coller et refaire des produits. C'est juste du bambou sous forme de chaume. Parce que, par exemple,
Johan, dans son travail, a essayé de faire plusieurs modèles économiques et à chaque fois, sans vraiment l'emploi en fait, du foncier, pour que pour que ça tienne, il fallait avoir des hectares et des hectares, plusieurs sortes. Et donc ça n'a pas marché de cet ordre-là. Donc ça mène au deuxième point, le foncier, en fait, verrou central, ses retours. Donc elle expliquait qu'une production durable repose sur des grandes plantations sécurisées qu'on va venir exploiter durablement. C'est-à-dire planter de manière à privilégier la pousse durable des femmes. Elle visite en 10 000 en selon son retour d'expérience, c'est ce qu'il faudrait pour une filière durable. Juste Ouais. le bambou, Il y a plusieurs celle de bambou sur pour avoir le meilleur traitement qui puisse exister actuellement en termes de durabilité et de un très bon business, un modèle économique qui se tient. Mais derrière, il faut pouvoir avoir la matière qui soit gérée durablement, etc. et qu'on puisse avoir de manière durable et pérenne de la ressource à transformer aussi. Et maintenant, dans ça, il y a des papiers de trouver des terrains pour faire pousser des bambous. Parce que dans une région, côté de Majinga, par exemple, ils veulent utiliser le bambou à la place du bois pour les charbons. Oui, À conduire dans ce sens que pour faire des meubles, pour faire des structures, mais pas pour les les éléments porteurs, ouais. Ouais, non, mais après, on peut faire plein de choses avec le bambou. Simplement, il faut maîtriser toute la chaîne. Et c'est ça qui est compliqué, de la plantation jusqu'à la transformation. Et c'est ça que, surtout sur un territoire aussi grand et avec une si forte demande, qui est difficile à atteindre, quoi. Et en sortant en plus différents types de produits. Oui, pour plaire un peu. Du charbon, Mm. c'est presque une industrie à mettre en place en fait avec plein de. C'est un petit peu le projet Be Resilient aussi qui parle de ça au niveau de l'ESAT. Tout à l'heure, on aura quelqu'un en ligne qui va nous présenter un peu le projet et ça résonne beaucoup avec ce que vous êtes en train de dire. Euh, alors voilà, donc c'était ça. Donc pour aller plus loin, sur le bambou, lors de la discussion, donc je vous ai parlé du projet Be Resilient aussi. Quelqu'un de l'ESA tout à l'heure va nous présenter un peu plus ce dont il en retourne. Et aussi, il y a eu cette semaine dernière, donc j'ai appris ça par un collègue aussi de l'ESA, un nouveau projet sur le développement de la filière bambou pour la croissance verte et la réduction de la pauvreté à Madagascar, donc financé par un organisme chinois, financé par l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement, avec 2 millions de dollars sur 5 régions, avec plusieurs sur 24 mois, s'orienter sur des matériaux de construction, du charbon et aussi d'autres produits fabriqués pour l'ameublement, justement. Donc plusieurs projets qui commencent, qui sont un peu en même temps, donc à voir les connexions et les liens entre chacun de ces projets-là. Donc voilà, décider de pérenniser les projets et leurs retombées, parce que souvent un retour, c'était que il y avait plusieurs projets qui étaient menés et que derrière, une fois que les financements sont épuisés ou que les actions sont terminées, il n'y a pas forcément de pérennisation de ce qui a été fait, donc pas de retour vers soit les populations, soit les entreprises locales tout simplement, et que ça retombe un peu à l'eau et que donc c'est les professionnels interrogés déploraient un petit peu ce côté-là.
monter en capacité sur les nombres de bambous disponibles. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir de la matière à transformer. Et l'accessibilité à cette matière-là n'est pas forcément évidente. Donc, créer des plantations gérées durablement. Et dans les deux projets, Be Resilient et celui-là, il y a cet aspect de plantation durable pour avoir une masse à transformer. Voilà. Ensuite, l'atelier 4, terre crue en zone océan Indien. Pareil, pour revenir sur cet atelier, on a du coup eu l'intervention du CNRIT sur vos travaux par rapport à la terre crue et les fibres de bambou, donc ça fait le lien aussi entre les deux. Encore une présentation de Joanne qui du coup a transformé son activité et est passée du bambou où elle n'arrivait pas forcément à avoir des chantiers, etc., à la brique de terre, où finalement elle nous explique que la brique de terre ou la terre crue de manière générale, c'est plus viable que le bambou de son point de vue et de son retour à elle, car il y a moins de transformations à mettre en place. Finalement, c'est accéder à un gisement ou accéder à de la terre excavée, pressée, et peut-être adjuvantée avec un liant, avec une stabilisation au ciment ou peut-être à la chaux, mais de manière générale, il y a moins d'étapes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, on n'a pas à attendre que ça pousse, on n'a pas à traiter, couper, sélectionner en fonction de etc. C'est plus simple. Donc économiquement, c'est un modèle économique qui est plus atteignable. En tout cas, c'est pour ces raisons-là qu'elle s'est orientée vers ça. Ça a été plutôt constructif puisqu'elle a mis en place déjà 7000 m² de briques de terre sur différents chantiers à Madagascar. Et voilà, donc par contre, elle nous répète qu'il y a des verrous verrous récurrents sur le terrain. Donc pareil, l'acceptabilité, la normalisation, le financement qui peut être long sur ce type de projet. Et encore une fois, l'acceptabilité, pardon, revient, donc l'aspect social et sociétal de travailler la terre. Ça peut renvoyer aussi à des questions de précarité, de dire que on n'a pas forcément envie d'habiter dans une maison en terre. C'est vrai que ça connote un petit peu de dire que c'est des moyens constructifs qui étaient utilisés avant et que nous, on veut quelque chose de plus moderne. Donc ça contraste, mais elle a pu montrer qu'il y a à travers les réalisations, qu'on peut réaliser des énormes bâtiments de 3 étages avec des murs qui sont tout lisses, avec voilà, un aspect qui est moderne et qui remet un peu au goût du jour des techniques de construction qui seraient un peu historiques. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retient? Pardon, oui. Expérience, Mm. parce que il y a quelques années, et construction en terre cuite se sont effritées après cette disons. D'accord, ok. Par manque de retour d'expérience. Ouais, ce sera à inclure. C'est vrai que il faut construire et après prendre les enseignements de ce qui a été mis en place. Ouais, peut-être qu'à améliorer aussi ce Et point. juste peut-être par rapport à vous fermer un peu, c'est Madagascar aussi, il y a aussi les côtés culturels. C'est que quand on construit en pierre, c'est une signe de réussite. Donc c'est un peu Voilà. ça le truc. Et par contre, à Tana, la plupart des terrains, les maisons, c'est construit en terre. Ils arrivent à faire quelque chose d'extraordinaire. Et après, tous les côtés de Madagascar, c'est-à-dire que si on construit une maison en terre, ça fait la pauvreté. Si on construit en pierre, ça fait C'est- pour la réussite. ouais, c'est ça. Donc il y a tout cet aspect social à regarder, peut-être à alimenter. Mais comment ça le perd? C'est ça et à Tana, il y a encore beaucoup d'entreprises. Qui travaillent, oui, on en a trouvé, j'en ai trouvé pas mal. Hein. Comment amener le travail des architectes et le travail Voilà. voilà, des artisans pour créer quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu mon objectif sur ce projet-là. Madame Laure, donc de montrer que bon, voilà, avec les antennes, on peut faire quelque On peut chose. faire quelque chose de magnifique. Et ouais, et faire de ce type de projet-là un peu une vitrine du savoir-faire local et de quelque chose de moderne. Non, c'est exactement ça sur quoi il faut partir, je pense. Et donc voilà, c'est ce qui avait été retenu, un besoin de plus de 2 millions de logements à Madagascar. Donc ça rejoint ce qu'on était en train de dire, que la terre crue, c'est vraiment un levier qui est crédible si on arrive à le mettre au goût du jour et à faire des réalisations qui impressionnent. Qui dit en même temps aussi Ouais. de construction des colonisations françaises en mise en terre, qui est encore beaucoup aujourd'hui. Ouais, non, mais ça tient, c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Puis il y a
avant, il y avait les constructions en terre, par exemple, les tambours, casses et clôtures. Ah oui, c'est des grosses briques. Et Ouais. ça, on en voit encore le temps. Oui, ça tient. Et c'était sans ciment ou sans chaux, juste terre. Peut-être Ok, super. Top. quelque chose. Ouais, un liant d'une certaine façon. Ouais, mais tout ça, c'est des sujets qu'on pourrait amener. On dit pas plus. On va. Donc voilà, des verrous qui sont partagés, on en a parlé, la normalisation, les assurances aussi, et l'acceptabilité, encore une fois, de ce type de construction. Et aussi, j'ai remarqué une multitude de petits acteurs, parce que à travers la recherche, je remarque qu'il y a, de par la simplicité de la fabrication, beaucoup de petites entreprises peuvent se monter et ça rend difficile l'identification en fait d'acteurs précis pour un chantier ou un autre. Euh, donc voilà. Pour la suite, sur la terre, mobiliser l'expertise existante. Donc, on parlait déjà, il y a un savoir-faire, mobiliser ce savoir-faire-là. Et miser sur la relève. En fait, ce que nous rapportait aussi Johan, c'était que beaucoup d'initiatives autour des centres de recherche comme l'ESPA, l'ESA, le CNRIT, l'Université de La Réunion, la BIAC, beaucoup de personnes et beaucoup de chercheurs, d'ingénieurs travaillent sur la terre, sur comment la mettre au goût du jour. Et peut-être que c'est sur ça qu'il faudrait miser maintenant pour essayer de remettre ce matériau-là sur le devant de la scène. Et donc, ça présage aussi de collaboration entre La Réunion et Madagascar sur ces thématiques, peut-être de co-encadrement de thèses, de projets de recherche, et voilà, faire des essais croisés dans les différentes structures sur ces matériaux-là. Donc, lever les verrous partagés, la normalisation, l'accès au financement, et assumer aussi une phase exploratoire, c'est-à-dire pas essayer de tout de suite inventer la bonne solution, mais explorer un peu, comprendre ce qui a déjà été fait pour ne pas répéter les erreurs d'avant et s'engager sur des projets qui vraiment apportent quelque chose de plus plutôt que de refaire un peu ce qui a déjà été fait par le passé. Voilà un petit peu les deux ateliers principaux orientés ressources qu'on a pu faire. Donc en termes de cartographie, la méthode qui a été utilisée, en tout cas que j'ai voulu mettre en place, c'était multiplier les sources d'informations pour rassembler le plus d'informations possible. Donc les 4 ateliers, déjà, c'était un vivier de discussion, de prise de contact. On a eu différentes présentations, différents participants qui ont pu apporter chacun leur pierre à l'édifice, pardon. Les réseaux consulaires, donc on a pu avoir contact avec la Chambre des métiers d'artisanat, la Fédération des chambres de commerce aussi, qui nous ont donné des listes de personnes à contacter, d'entreprises, à travers vous, qui nous ont donné des listes d'entreprises intéressées. Nos partenaires, CNRT et ça, et leur réseau. Donc tout ça, ça permet d'avoir des informations sur qui travaille quoi à Madagascar. Mais donc c'est pas forcément suffisant. C'est-à-dire qu'il faut absolument aller sur place, prendre les contacts avec les gens, discuter, aller à la rencontre des gens. Et c'est peut-être cette étape-là qui nous a manqué ou qu'il aurait fallu faire en fait, en amont de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est sur une cartographie documentaire, donc qui a un peu la forme de ce que vous voyez dans l'encadré ici. Donc moi j'ai séparé ça en 3 catégories: institutions, recherche, entreprises et artisans. Donc il y aura toute une partie sur les partenaires institutionnels et de recherche comme le CNRIT, l'ESA, etc. Puis une partie entreprise avec des entreprises identifiées qui ont déjà réalisé des gros chantiers, soit de réalisation, soit d'approvisionnement de matières premières, et des artisans qui travaillent peut-être les fibres, qui travaillent le bambou en mobilier par exemple, ou qui sont sur une autre échelle de réalisation, mais qui réalisent quand même des choses qui sont d'intérêt. Donc voilà, 3 familles de matériaux: terre crue, bambou, fibre végétale. Et donc, je proposais de lister un peu les acteurs qu'on aurait identifiés sous cette forme-là, avec type, entreprise, la localisation, l'endroit où ils sont, l'activité ressource, avec qu'est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils travaillent de l'aménagement, du mobilier, ou alors ils font carrément des maisons ou des grosses réalisations. Un fait notable, par exemple, une présence en ligne qui est limitée, mais des grosses réalisations à travers voilà, quelque chose qui permette de comprendre un peu mieux la réalité de cette entreprise-là ou de cette entrée dans le tableau. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un grand document qu'on vous partagera
courant juillet, fin juillet, quand le projet Interreg sera complètement terminé. Ça reste encore à finaliser, mais en tout cas, ça sera sous cette forme-là. Voilà, une grosse partie aussi de l'étude de cartographie, ça a été d'identifier des acteurs via les réseaux sociaux. Moi, j'ai passé une grande partie de cette identification-là à chercher sur Facebook les entreprises. Parce que je me suis rendu compte, et c'est le retour que j'ai eu, que beaucoup de PME et beaucoup d'artisans travaillent et font connaître leur travail sur Facebook et n'ont pas forcément un site internet dédié ou en tout cas passent par cette plateforme pour se faire connaître. Donc par exemple, on a cette entreprise BTC Trano qui, avec des photos, des réalisations, on a toutes les informations de contact, etc. Et plusieurs comme ça sont en vitrine sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi Facebook? Comme je l'ai dit, la majorité des PME n'ont pas de site web ni d'annuaire. Leur vitrine, c'est Facebook. Donc ça reste un outil assez important. Donc les recherches web classiques passent à côté en fait d'acteurs qui sont majeurs, qui sont très importants, mais uniquement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu particulier. Et donc à travers les pages, on voit les dernières publications, les activités réelles, etc. Et on peut identifier si une entreprise est encore active ou aussi il y a plus d'activité ou s'il y a très peu de réalisations, quoi. Donc une série de mots-clés, filtrage par résultat, etc. Donc et à travers cette méthodologie, on a pu identifier 43 pages sur bambou, terre crue et fibres, avec 16 entreprises, ou en tout cas 16 structures, avec des contacts directs qui ont une pertinence forte et qui sont encore d'actualité en termes de production et de publication, etc. Donc, par exemple, on a ONG Barata avec 5700 abonnés. Donc, le nombre d'abonnés aussi, ça parle beaucoup. C'est-à-dire que les gens ont reconnu, connaissent et republient. Donc, c'est intéressant. Donc, Noble House Madagascar aussi sur la terre, BTC, stabilisé par contre ciment chaud. Voilà, BTC Trano, on en a parlé aussi, Diego Bambou et par exemple Rideau Store Raffia avec 6900 abonnés qui montrent typiquement des réalisations de cloisons paravent en fibre. Donc c'est un matériau c'est de l'artisanat, mais qui pourrait peut-être avec des effets d'échelle devenir des matériaux d'aménagement un peu plus peut-être certifiés, en tout cas plus déployés dans différentes opérations d'aménagement. Voilà. Donc pour cette identification Facebook, on a réalisé plusieurs documents Excel avec les activités, le segment de construction, la localisation, le nombre de followers, parce que ça parle, est-ce qu'il y a une activité récente, et surtout le contact des personnes pour ces différentes structures-là, avec la pertinence classée de forte à faible en fonction de si les entreprises identifiées sont actives ou sont moins actives spécifiquement sur ces types de matériaux. Donc ce document aussi sera dans les livrables du programme. Donc c'était un exemple, hein. Voilà, maintenant petit focus sur Madagascar, les institutions et recherches autour de ces matériaux un peu écologiques et de l'éco-construction, donc le CNRIT. On va avoir une présentation juste après de nos collègues du CNRIT. L'ESA, enseignement supérieur, école d'agronomie, travaille sur le bambou, le bois, les fibres, etc. L'ESPA, donc l'école polytechnique, le LNTPB, laboratoire de normalisation, qui ont sorti d'ailleurs une norme, on va en parler juste après. La Fédération des chambres de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc à travers ces différentes institutions de recherche, donc c'est des relations de collaboration à créer pour avoir des contacts sur place lors de nos déplacements. Il faut absolument qu'on aille sur place pour la suite de l'étude et mener une étude sur place. Donc plus de contacts de structures, entreprises, artisans locaux à travers ces réseaux de ces partenaires-là. Donc ça, je vais passer parce qu'on va en parler juste après. Pour revenir un petit peu sur quelques réalisations de ces différentes structures. L'ESPA, la terre crue au laboratoire. Donc j'ai trouvé plusieurs publications en ligne de l'ESPA, notamment sur la stabilisation des briques. C'est-à-dire pour améliorer leur durabilité, il est nécessaire parfois de leur mettre du ciment, de la chaux. Mais il y a d'autres agents stabilisateurs qu'on peut mettre qui sont moins, on va dire, impactants pour l'environnement,
notamment si c'est de la réutilisation de coproduits ou de déchets d'une autre entreprise. Donc, par exemple, les silicates de soude, les poudres fines des termitières ou encore chaussement avec des taux variables, etc. Le but, c'est d'en utiliser le moins possible pour stabiliser une brique, pour qu'elle soit le plus durable possible. Le but, c'est de mettre principalement de la terre et un petit peu plus de quelque chose d'autre qui va permettre de décupler la durabilité de la brique. Aussi des réalisations par rapport à la brique isolante, donc des briques qui ne seraient pas uniquement composées de terre, mais avec des matières végétales à l'intérieur pour améliorer, par exemple, la propriété d'isolation de ces matériaux-là. Donc le fil conducteur de tout ça, comme je l'ai dit, c'est de stabiliser la terre crue avec des ressources disponibles localement. Au moins, on n'a pas besoin d'importer du ciment, on n'a pas besoin d'aller extraire de la chaux autre part. On essaye de faire avec des déchets agricoles, des silicates par exemple, et d'autres matériaux qu'on peut trouver localement. Et surtout, relier la performance. Donc beaucoup de ces études-là sont dans le but de faire le lien entre la performance technique du matériau et aussi l'usage dans le bâtiment et le confort thermique dans le bâtiment. Donc, ça, par exemple, fabriquer des briques isolantes, ça améliore le confort thermique dans le bâti. On ne cherche pas juste à avoir quelque chose qui tient le temps et qui tient en termes de résistance mécanique, mais aussi par rapport à l'atténuation des températures, etc. Et en termes de prévention de l'environnement, Voilà, tout à fait. étant donné que sinon, il y a besoin de transformation thermochimique Qui nécessite de l'énergie, etc. Ah, Ouais, ouais, tout à ça fait. demande de l'énergie. En fait, c'est développer une brique écologique, finalement. Et pourquoi c'est important? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, c'est des jeunes ingénieurs, des enseignants-chercheurs qui travaillent sur ces productions-là. Et c'est des sujets qui sont parfaits, en fait, pour des encadrements croisés entre La Réunion et Madagascar. Donc, par exemple, l'ESPA est déjà partenaire du CNRIT sur certains. Ah, voilà, c'est ça. Donc, il y a déjà des liens entre vous et pourquoi pas des liens aussi entre nous. Voilà, super. Donc, on pourra en parler aussi. Voilà quelques réalisations de l'ESPA, notamment en termes de production d'articles scientifiques. Le LNTPB, donc j'ai appris ils sont dans la démarche normative. Donc, ils ont fabriqué une norme expérimentale sur la brique de terre. Peut-être que vous êtes au courant de ça. En publiant en 2022. Donc voilà, ça apparaît comme ça dans la liste des normes publiées par cet organisme-là. Je n'ai pas réussi à avoir le document final, mais je pense qu'on peut les contacter pour avoir peut-être. Oui, c'est super, ouais. Parce que Comparé avec les normes. avec Guyane, Ouais. etc., Mayotte, si on est sur les mêmes caractéristiques, ça serait intéressant. Vraiment. Mais vous pouvez Ouais, oui, Oui. on les a, nous. Mm. Donc voilà, donc ça, le cabinet de normalisation, on va dire, a travaillé sur cette norme sur la BTC. Et surtout, le lien qui était important, c'est avec Semantis, ils ont pu dispenser des formations par rapport à ça. Donc ça, c'est les informations que j'ai trouvées en ligne et j'ai pas forcément trouvé de documentation par rapport à ces formations-là. Donc peut-être dans le cadre des échanges, peut voir ce qu'ils ont pu réaliser. Mais en tout cas, voilà, il y a un laboratoire local pour la normalisation de ces briques et il y a eu une norme qui est sortie. Donc encore une fois, ça pose une base un peu plus concrète aussi sur des essais croisés entre peut-être le laboratoire de normalisation, le LabIMAC qu'on peut avoir à La Réunion, le CERIB qui est un centre d'innovation de recherche sur le béton, et pour peut-être créer quelque chose, un produit normalisé à l'échelle de la zone qui pourrait être fabriqué à Madagascar, utilisé à La Réunion et inversement, donc avoir les liens qu'on peut avoir là-dedans. Donc voilà, une structure très importante à connaître. Pour continuer, la Fédération des chambres de commerce et d'industrie, qui a eu un rôle très important dans le programme Prospérer, qui était un programme sur des réalisations à partir de bambou, notamment sur la création de micro-entreprises par rapport à la plantation et la transformation du bambou. Donc c'est un programme qui s'est terminé, je crois, je crois que c'était 2022, même un peu avant.
et qui a mené à la création du CM-BART, c'est ça? Je ne sais pas si vous avez des informations par rapport à ça. C'est un centre, c'est le CM-BART, c'est l'équivalent de l'IMBAR, qui travaille sur le bambou et le rotin, mais à Madagascar. Donc typiquement, ce projet-là, c'est un projet très ambitieux qui, pendant la durée du projet, a produit beaucoup d'entreprises, etc. Mais pour avoir discuté avec différentes personnes dans le cadre de l'étude, on m'a souvent dit que c'est un peu tombé à l'eau, qu'il n'y a pas eu de retombée vraiment pérenne de ce projet-là, quoi. Voilà, mais l'aspect important de ce programme-là, c'est que pendant ce projet, ils ont réussi à mobiliser toutes les chambres de commerce et d'industrie des différentes régions pour que les artisans et les personnes de la zone viennent euh, trouver de l'information, etc., et développer une activité. Et leur point de contact, c'était les chambres de commerce. Donc, peut-être un réseau à réactiver dans le cadre de peut-être d'une recherche plus importante de ressources ou bien d'entreprises. Voilà, et la fédération a aussi assisté au lancement de notre premier atelier. Après, on a eu un peu de mal à les avoir, bizarrement, mais en tout cas, ils étaient présents. Merci beaucoup. Ok, de la même manière, la chambre de métier d'artisanat, pareil. Je ne vais pas refaire tout un laïus, mais en tout cas, un bon contact pour avoir justement le contact des entreprises et des artisans de la zone sur les différentes ressources, bambou, terre, etc. Et surtout, la fabrication d'objets à partir de fibres, Ravenal et tout ça. Parce que souvent, on se rend compte que même en ligne, ces structures qui sont adhérentes aux chambres de métiers ne sont pas présentes en ligne, ni sur Facebook, ni sur Internet de manière générale. Donc, il faut absolument passer par des structures comme ça pour avoir leur contact. Voilà. Normalement, là, ça aurait été une présentation sur le programme Be Resilient, mais je vois qu'il ne s'est pas connecté en ligne. Je vais essayer de... Bon, ouais, sûrement, je pense. Je pense. Parce que là, pourtant, ça marche. Là, je suis connecté dessus, mais j'ai pas vu de truc. On peut directement passer à la présentation du CNRIT, vu qu'on est sur les acteurs de la recherche. Hop. Partage. Et puis, éteindre. Voilà. Je vais juste une petite seconde pour voir si l'autre donne du... C'est l'ordinateur. Où sont les flèches? Ça, c'est pour le dessin. D'accord.
Cette journée de restitution de l'excellence numérique. J'avais dit plutôt politique d'expérience. Nous tenons à remercier Calitropic de nous avoir invités. Donc, permettez-nous aussi d'exprimer notre reconnaissance à l'équipe organisatrice de l'événement qui nous donnera des temps d'échange et des moments de rencontre avec les acteurs et partenaires régionaux dans le domaine du développement de la biodiversité tropicale, notamment en ce qui concerne les biomatériaux, les matériaux ressourcés. Je vais vous présenter brièvement le CNRIT et ensuite ma collègue, la docteure Sarah Asma, va vous parler de nos activités en écomatériaux. Le CNRIT, c'est un centre national de recherche et de technologie. C'est un centre affilié au sous-tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la c'est un centre, c'est-à-dire établissement public à l'école et d'une paix civile et d'une autonomie de gestion administrative et financière, c'est-à-dire qu'on peut donc travailler directement avec d'autres entités, avec les entreprises, avec les privés. Le CNRIT, comme organe de décision, le conseil d'administration. Ensuite, il y a le conseil scientifique de réglementation qui tranche sur les scientifiques. La direction a une structure d'appui. L'adoption et l'appui juridique. Nous avons le département technique de CNRIT, le département matériaux, le département chimie, le département métallurgie et géologie appliquée, le département informatique et le département énergétique. D'ailleurs, les départements travaillent beaucoup sur les ressources naturelles comme biopesticides, comme bio-engrais. Donc, et être avec les autres de la santé. Et le département métallurgie et géologie appliquée. Dans ce département, nous avons un résultat de recherche sur les engrais, c'est-à-dire à partir des bouchons organiques. On a proposé des engrais bio sans utiliser les produits chimiques. Donc, ça peut faire partie des matériaux bio-écologiques. Et le département matériaux géocivils travaille sur tout ce qu'on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, Mme Saras nous va vous parler beaucoup plus des résultats de recherche de nos activités. Nos missions, c'est surtout participer à la mise en œuvre de la politique nationale de la recherche scientifique, c'est-à-dire valoriser les matières premières et les ressources locales, développer les technologies endogènes. Il y a également l'absorption et l'adaptation des technologies étrangères. Et l'application des résultats de recherche pour un développement socio-économique
et environnementale durable. Nous travaillons également dans l'encadrement et l'assistance des opérateurs dans le renforcement des capacités et des compétences régionaux en matière de technologie propre dans la gestion et la protection de l'environnement industriel, physique et social. Il y a 58 chercheurs de l'université et professeurs diplômés en HTL et docteurs et des chercheurs ayant des diplômes de DEA et de master, appuyés par 23 personnels d'appui technique. En matière d'innovation, le CNIRIT est le plus grand dépositaire de brevets, car on a déposé plus de 22 brevets à l'OMAPI, à l'Office malgache, au propriété industrielle malgache. Les chercheurs du CNIRIT enseignent également à l'ESPA, comme on a dit, à l'ESSA, c'est-à-dire sciences agronomiques, dans les universités de proximité et des provinces. Et en cas d'étudiants, nous accueillons les étudiants en stage de formation dans le cadre de leur mémoire et thèse. Nous produisons chaque année des articles dans des revues et des journaux internationaux. Quant aux activités sur les matériaux, je vais passer la parole à Madame Ratsalas, docteur de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, enseignante également à l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo. Elle est chercheure au département matériaux et génie civil. D'accord, merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous présenter une petite aperçu sur notre département. Département matériaux et génie civil. Il y a 2 unités de recherche dans ce département. L'unité de recherche matériaux de construction et l'unité de recherche génie civil. Comme personnel, nous avons un directeur de recherche, un docteur HTR, 3 maîtres de recherche, un docteur, 5 assistants de recherche et 2 personnels d'appui technique. Notre activité, c'est de faire des recherches comme les matériaux géopolymères et matériaux biostabilisés, la transfert de technologies sur la production des matériaux locaux de construction en terre cuite, en terre crue, en aggloméré de ciment. Il y a aussi des recherches, études et constructions des bâtiments, sélection des traitements des eaux résiduaires, enseignement et encadrement des étudiants. Il y a les conseils. Maintenant, on va parler sur les écomatériaux sur le territoire de Madagascar. Comme il y a une petite définition pour que nous sommes tous dans la même compréhension. Les écomatériaux sont des matériaux naturels disponibles localement et ayant un faible impact sur l'environnement. À Madagascar, les principaux écomatériaux utilisés sont la terre crue, les matériaux végétaux, il y a la palme, les roseaux, les herbes de savane, le bambou, le ravenal ou arbre de voyageur, qu'on peut l'appeler aussi, il y a les bois locaux. Voilà quelques illustrations. Ce sont les ravenals, des bambous, des bararates. Bararates, c'est une sorte de petit. Les importances des écomatériaux à Madagascar, c'est pour la réduction des coûts de construction. Ce sont aussi des matériaux disponibles. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et ils sont meilleurs adaptés au climat malgache. Il y a aussi la création d'emplois locaux et le développement durable et la construction écologique. On va parler un peu de l'évolution des matériaux à Madagascar.
les maisons traditionnelles malgaches également construites avec des écomatériaux. Ce sont des matériaux locaux comme le ravenal, le bambou, les végétales, la terre crue. Il y a aussi le bois, mais j'ai oublié d'ajouter. Pendant la période coloniale et jusqu'à aujourd'hui, on utilise surtout les briques cuites, les tuiles fabriquées à partir de la terre cuite, à partir de l'argile donc, la chaux, les pierres, les bois, les bétons, le ciment, les parpaings, les tôles. On le voit surtout en ville. Mais actuellement, c'est encore les matériaux modernes, c'est-à-dire les briques cuites, les bétons, dominent toujours surtout en ville, mais les recherches s'orientent de plus en plus vers la valorisation et le développement des écomatériaux en raison du coût élevé du ciment et des préoccupations environnementales. Question de l'utilisation des matériaux dans les territoires de Madagascar. On sait tout que Madagascar dispose d'un potentiel en matériaux biosourcés et géosourcés. Mais toutefois, les matériaux utilisés varient selon les régions, le climat et la disponibilité locale des ressources. Comme dans la zone côtière, dans la ville de la zone côtière, on voit surtout les matériaux en parpaing, les bétons, les bois, cuites. Mais dans la zone périphérique, les matériaux les plus utilisés sont les écomatériaux, comme la terre crue, le bambou, les matériaux végétaux, le bois local. Ils sont particulièrement appréciés pour leur disponibilité locale, le coût de mise en œuvre et leur bonne adaptation au climat de la région. Voilà quelques illustrations. Ce sont des maisons en ravenal dans les côtes est de Madagascar. La maison en chambre, c'est-à-dire une sorte de végétaux, et la maison c'est-à-dire une maison à partir de terre crue mélangée à des végétaux. Mais on utilise des bois comme des bambous, des bois locaux comme, on dirait, les poutres. Oui, ce sont la maison en torchis. Ce sont des illustrations. En fait, le torchis, c'est pas structurel, pas le remplissage. Oui. D'accord. Mais dans les hautes terres, comme Antananarivo ou Fianarantsoa, les matériaux les plus utilisés, c'est encore la terre cuite, c'est-à-dire à partir des argiles cuites. Quand on parle de terre cuite à Madagascar, on utilise surtout des argiles. Ils sont appréciés pour leur disponibilité, leur durabilité et leurs propriétés thermiques. Les matériaux en terre crue, ce sont des briques en terre stabilisées et c'est la brique en terre comprimée. Il y a une faute, PTC au lieu de PTS. On a trouvé aussi le béton. Mais dans l'âge ancienne de la haute terre, on trouve encore la construction en terre crue, adobe, boge et tambougas qu'on vient de dire. On utilise surtout, voilà, maison en terre crue en adobe, le tambougas, maison en terre crue en boge. Comme la tendance de l'utilisation des écomatériaux à Madagascar, il n'existe pas encore des statistiques nationales précises, mais les études locales montrent une forte dépendance en matériaux naturels, surtout en milieu rural. Premièrement, c'est la terre crue, PTC, BTS, adobe, boge, très largement utilisée en milieu rural et périphérique. Estimation de 40 à 60% des constructions rurales, forte présence dans les zones à faible revenu, et c'est encore le matériau le plus dominant parmi les écomatériaux à Madagascar. Il y a aussi le bois local, utilisé pour les structures, charpentes et maisons traditionnelles, estimé à 30 à 50% de construction rurale, souvent combiné avec la terre. Il y a le bambou, utilisé mais en croissance, estimation de 5 à 15% de construction alternative, principalement dans les projets écologiques. Il n'y a pas encore des maisons vraiment structurées en bambou, c'est encore toujours des projets.
Les matériaux végétaux comme les raffias, les fibres, les chaumes, les ravenales, usage traditionnel dans certaines régions, estimation de 10 à 20% des habitations traditionnelles. Les limites, ce sont les manques de normalisation de ces matériaux, la faible industrialisation, ensuite aussi ces caractéristiques, c'est-à-dire les résistances parfois limitées, résistance aux intempéries par les usagers. Concernant les recherches en cours au CNRIC actuellement sur le développement des écomatériaux, premièrement, nous travaillons actuellement sur les matériaux en terre crue biostabilisés, c'est-à-dire les matériaux obtenus à partir de la terre naturelle, sans ajout de liants cimentaires traditionnels. La stabilisation est assurée par des procédés biologiques ou naturels. Dans certains cas, des micro-organismes peuvent contribuer à améliorer la cohésion du matériau en favorisant des réactions naturelles de consolidation. On peut également utiliser des ajouts naturels comme la bouse de vache, qui joue un rôle de liant organique et améliore la cohésion, la plasticité et la durabilité du matériau. Ensuite, on tient les matériaux en terre crue renforcés par des fibres végétales. La terre crue peut être améliorée par l'ajout des fibres végétales, comme la paille, les herbes, etc. Ces fibres, les bambous qu'on a parlé auparavant, non, ce ne sont pas des fibres. Les fibres permettant d'augmenter la résistance mécanique, limiter les fissures lors du séchage et d'améliorer la flexibilité du matériau. Actuellement, l'utilisation du bambou dans la construction écologique fait l'une des objets de nos recherches, ainsi que ces fibres riches en silice peuvent être utilisées comme armature naturelle. Elle offre une bonne résistance mécanique, contribue à améliorer la stabilité structurelle des ouvrages. Le bambou a été sélectionné en raison de sa croissance rapide, de ses bonnes propriétés mécaniques et de sa disponibilité abondante à Madagascar. Enfin, les matériaux géopolymères. Les géopolymères sont des matériaux innovants obtenus à partir des matières premières naturelles riches en alumine, telles que les pouzzolanes naturelles, les cendres, les batteries, on peut les classer parmi. Ces matériaux sont activés par des solutions alcalines comme des silicates de sodium. Ils présentent plusieurs avantages: une résistance mécanique élevée, notamment en compression, une bonne isolation thermique, une durabilité importante, une faible consommation d'énergie lors de la production, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. Notre situation actuelle, on a obtenu surtout les résultats de laboratoire. Mais notre partenaire, il y a l'Université de Nantes, l'Université Gustave Eiffel Nantes, l'École supérieure polytechnique Anarive, l'École supérieure en sciences agronomiques, et dont je m'excuse parce que j'ai oublié de les mentionner la dernière fois que je fais la présentation. Et comme perspective, il y a la confirmation des résultats obtenus à l'échelle laboratoire au niveau pilote, rassemblement des données techno-économiques pour son utilisation effective et la recherche de partenaires techniques et financiers. Et comme tu m'as demandé comment on va faire pour mieux travailler ensemble entre Madagascar et La Réunion, bon, je vais vous présenter un peu, c'est quelques suggestions là. Et c'est de renforcer la coopération scientifique et universitaire, c'est-à-dire mettre en place des programmes de recherche conjointe entre l'université. Il y a aussi de développer des échanges d'étudiants, doctorants et chercheurs, créer des laboratoires partenaires sur les matériaux locaux, terre crue, bambou, géopolymères. Notre objectif, c'est de partager les connaissances et l'innovation. C'est de développer la recherche sur les matériaux locaux, c'est-à-dire étudier ensemble les matériaux biosourcés, bambou, terre crue, fibres végétales, déchets agricoles,
tester leur résistance aux cyclones et au climat tropical humide, développer des normes communes adaptées à l'océan Indien. Ensuite, renforcer la formation et le transfert de connaissances, c'est-à-dire organiser des formations techniques communes, construction durable, géotechnique, matières verts, créer des ateliers pratiques et stages croisés. Comme conclusion, une meilleure collaboration entre La Réunion et Madagascar repose sur la recherche commune, le partage des compétences, les projets pilotes concrets et le développement de solutions adaptées au climat tropical. Perspective donc, c'est partager, collaborer et développer des solutions adaptées dans la zone de l'océan Indien. Formation, visite et adaptation. Merci. Super, merci beaucoup. C'était très complet. Je vous remercie. En tout cas, on remarque qu'il y a beaucoup de similarités en fait entre les sujets qui sont traités par le CNR et à La Réunion aussi. Mais demain, on va visiter le soir à la débat qui est en... La place et vous pouvez vous... Merci. Merci. On pourra en discuter aussi avec les chercheurs de là-bas. J'avais une question par rapport à comment ça se passe. Vous avez mentionné là les liens avec l'Université de Nantes, l'Université Gustave Eiffel, etc. C'est des partenariats sous quelle forme? Technique? Il y a des chercheurs de l'université qui avaient fait des laboratoires là-bas parce que chez nous, il y en a assez de thématiques. D'accord, d'accord. Ok. Et également avec la collaboration des chercheurs de l'université. Pas du Canada. Ah oui, Canada. Ok, d'accord. Ouais, c'est international quand même. Ouais. C'était un chercheur du CNRT qui est à... C'est là qui a privé international. Il faut l'accorder tous pour en parler. Oui, bien sûr. Jean, Ouais, j'ai une petite question sur comment ensuite les entreprises industrielles, comment on fait le lien après, parce que toutes les questions, parce que donc, ici, il y a beaucoup d'éléments et comment est-ce qu'on fait pour que ces travaux mènent à du développement économique? Il y a des moments où on fait des formations pour ceux qui former des entreprises qui travaillent avec la production des matériaux. D'accord. D'accord, c'est comme ça que oui, ensuite intègre nos innovations. Et des transferts de technologie. D'accord, oui, ça. C'est pas seulement avec les entreprises, mais avec les paysans, Les acteurs. Madagascar, on s'est déplacé pour toutes les régions de Madagascar pour la formation. C'est dans les entreprises de construction en briques. Donc, on a essayé de faire des formations qui utilisent afin que les constructions soient pérennes, adaptées aux cyclones et aux entreprises. Ok. Pardon. Super question. Tout à l'heure, vous parlez aussi du. C'est issu de quelle industrie, de quelle... On récolte parmi les paysans. Parce qu'on a fait surtout des recherches laboratoires. D'accord, d'accord. Et c'est surtout qu'on utilise beaucoup le charbon et le centre a été partout. Oui, pour la cuisson, etc. C'est pas forcément une industrie, c'est pas forcément. Et je profite un peu de la conversation ensemble pour s'échanger.
Là, on a parlé de bambou tout à l'heure, on a parlé de travail de la terre. Et à partir du moment où ce que j'aimerais mettre en place, c'est-à-dire avec l'aide de tout le monde, euh, il y a le travail d'artisans, de savoir-faire sur place, et des designers aussi, c'est-à-dire de transformer le bambou pour un faux plafond, ça va être un cadre, ça va travailler des architectes pour voir comment mettre en place ces genres de structures. Et l'idée, c'est d'avoir le terrain, on l'a, la terre, c'est gratuit. Le bambou, ça pousse facilement. On peut pas. Et d'avoir une structure, d'avoir des apprentis, des élèves qui apprennent le savoir-faire de nos ancêtres et tout ça, et de travailler avec la nouvelle méthode, comment transformer la terre, comment transformer le bambou en 3D ou quelque chose de et de partager le savoir-faire. En fait, là, c'est concentré, une partie de savoir-faire, c'est concentré à Tananarive, il y a des savoir-faire du nord ou de province qui utilisent quand même des matières premières, tout ce qui est toit, on a voyagé comme ça. Ça veut dire de mélanger tout ce savoir-faire de culture, comment le mettre tous ensemble en disant, mais la terre, le bambou, le bambou, ça peut être comment, ce que vous avez dit tout à l'heure, là, on met le bambou, on remplit la terre. Voilà, Ça dure, ouais. déjà, mais le construction, d'arriver le bambou dedans et après, il remplit la terre pour garder une structure dure. Ouais. Et tout ce savoir-faire-là, ça disperse un peu partout. Donc, de pouvoir avoir un endroit où on peut concentrer ça. Et c'est là que d'avoir un échange en disant, mais voilà, on a des anciens qui nous apprennent de vieilles méthodes et en utilisant avec de méthodes modernes et aussi de méthodes étrangères, donc de savoir-faire d'étrangers, et concentrer tout ça dans une école, Dans un endroit, oui. dans un endroit. Et Transmission. Comment travailler avec l'entreprise en disant que là, on a un savoir-faire et d'avoir un partenaire, l'entreprise de La Réunion, l'entreprise de Madagascar, en disant, voilà, comment on peut intégrer de construction rayonnaise en disant, mais imagine demain, on a une brique bio solide qui remplace Qui vient, ouais. Donc voilà, on ne va pas mettre un toit de maison en falafel ou bien à l'arbre de voyageurs à La Réunion. Mais peut-être qu'on peut utiliser une tête de lit, Oui, oui. plein de choses comme ça qui peut Regardez différents voilà, traits. vraiment de culture, de savoir-faire et euh, compatible. C'est imbriqué, ouais. Donc, il y a des travaux à faire là-dedans, passionnant et en même temps écologique et en même temps riche. C'est dommage de perdre tout ça. Ouais, mais c'est là où le lien est important entre les structures locales et ce type d'initiative. Hein, ça concrétise les choses un petit peu. Et en plus, on a une chance d'avoir une parisienne chez nous. Parfait, ben merci beaucoup pour ces retours. On a pu avoir M. Tiavina de l'ESA sur le projet Birent, qui va nous présenter un petit peu sur un projet autour du bambou, comme j'en ai parlé tout à l'heure. La parole. Par contre, ton micro est coupé. Oui. Là, c'est bon? Oui, c'est parfait. D'accord. Ok. Si. Ok. Juste une minute. Ok. Donc, merci à tous pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec vous des sujets sur le bambou, notamment. Donc, moi, je suis Ternan Mitsu, le programme manager de ce programme, Be Resilient. Donc, qu'est-ce que j'ai expliqué ici? Donc, Be Resilient, comme son nom l'indique, en fait, c'est un programme, dans le sens où il dit Resilient, on essaie de promouvoir le bambou comme le fait stratégique de reforestation pour des communautés, entreprises résilientes et durables à Madagascar. Donc, en gros, en fait, on veut essayer de promouvoir le bambou pour finalité, en fait, de faire des constructions plus résilientes par rapport aux cyclones ici à Madagascar. Donc, on travaille avec plusieurs partenaires, l'Université d'Édimbourg, l'ESA, Croix-Rouge Malagasy, International Federation Red Croissant, CMPART, Liverpool John Moore University.
Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire ici aussi? C'est un programme financé par REDA, programme REDA, Reversing Environmental Degradation in Africa and Asia. En gros, IED, UKAID, c'était partie des bailleurs pour ce programme. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, le programme Brésilien, c'est un programme recherche-action. En gros, il y a plusieurs parties recherche qui va être faites, réalisées. Et à partir de ces recherches, il y aura plusieurs aspects, c'est-à-dire des résultats de recherche qu'on va valoriser, qu'on va partager aux communautés pour à la fin qu'ils puissent avoir une sorte d'autonomie et qu'ils puissent, disons, avoir des ressources, des revenus à partir de l'usine de bambou. Donc, on va revenir avec ça tout à l'heure. Mais en gros, il y a trois bons résultats attendus pour ce programme. Déjà, il y a une partie reposement, Non, que ce soit pour l'aspect espèce disons espèces autochtones, mais aussi une grande partie où on aura une grande plantation de bambou, déjà, qu'on pourra en fait valoriser ou bien utiliser durablement par la communauté, bien sûr. Et on va leur apprendre de plusieurs manières comment valoriser ces bambous de manière durable. Et aussi, il y a les créations, renforcement d'entreprises, notamment axées sur les activités liées au bambou. Donc voilà, en gros, comme je l'avais dit tout à l'heure, le premier résultat attendu, il y aura 32 hectares de plantation de bambou à atteindre et 14 hectares de forêt naturelle d'espèces autochtones. Après, par rapport au deuxième truc, c'est par rapport aux indicateurs sur les nombres de personnes qui auront bénéficié de construction durable et tout ça par rapport au bambou. Après, augmentation de 25% d'entreprises sur le bambou. Donc, par rapport au site d'études pour Brésilienne, il y a deux principaux régions cibles, principales régions cibles. L'un dans la partie est en Tirana, en Fenerife-Est, et l'autre dans la partie ouest, notamment Machunga, à Bueni région. Donc, en gros, ce sont disons, des zones périurbaines de ces deux régions-là. Donc, pourquoi ces deux régions? En fait, c'est- ces deux régions sont assez, disons, représentatives de l'île, si je peux le dire. L'autre, c'est une partie humide et, disons, bon, en gros, c'est l'autre la partie humide et l'autre c'est la partie sec. Donc, forcément, on aura différentes espèces à promouvoir sur les deux régions. Et forcément, on aura différentes études ou itinéraires techniques pour les deux régions distinctes. Donc, notre but, c'est surtout le fait que si on trouve quelque chose sur les deux côtés, peut-être qu'on peut en faire plus tard, dans le futur, hein, une sorte de, disons, scaling up, une sorte de truc à grande échelle, puisqu'on connaît déjà une infime information sur les deux types de, disons, éco-régions, un truc dans ce sens. Donc, je vais revenir sur toutes les activités que j'ai dit tout à l'heure. Donc, en gros, pour vous faciliter la lecture de ceci, en gros, dans la partie 1, on va essayer de faire essayer de développer une plantation de bambou. C'est-à-dire, on va essayer de trouver les espèces adaptées, les espèces de bambou, effectivement, les espèces espèces autochtones qui peuvent être qu'on peut faire une sorte d'agroforesterie avec le bambou, c'est-à-dire que des espèces qui n'ont pas cet effet allélopathique qui se tuent entre eux. Après, on va trouver, après, on va sélectionner ces espèces. On va essayer de créer une directrice ou guide euh, convenant à ces espèces-là.
pour qu'il soit après, pour qu'on puisse former les communautés sur ces techniques de plantation et tout ça, sur les espèces identifiées effectivement. Donc après, le truc c'est que si les communautés ont à leur main une plantation de bambou, comment ils peuvent le valoriser? Donc, c'est là qu'intervient la partiture. En fait, il y a plusieurs recherches dessus aussi, notamment l'aspect, c'est pas bois, mais plutôt l'aspect énergie à partir des combinaisons de bambou, l'aspect traitement du bambou pour sa durabilité et aussi l'aspect, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, l'aspect construction pour des constructions assez, disons, résilientes par rapport au cyclone. Et à la fin, c'est aussi un autre truc par rapport aux entreprises et tout ça, notamment promouvoir les produits faits en bambou, c'est-à-dire les handicrafts, là, les transformations de bambou et tout ça, et la création d'une coopérative pour que la communauté ait plus de poids dans l'aspect à marché du bambou plus tard. Donc là, j'avais déjà dit ça tout à l'heure, mais en gros, il y a l'ESA qui est le lead dans le programme. Il y a aussi Edinburgh qui est le lead administratif. Après, il y a Liverpool-Jammu qui parle de l'aspect climat et social. C'est un part qui parle plutôt qui a les perspectives en bambou et enfin aussi sont chercher des terrains et des workshops et des formations. Après aussi le Corps Rouge Malagas qui va plutôt assurer l'aspect formation et les, les, l'activité relative aux constructions et tout ça, construction résiliente. Il y a aussi FRC qui est plutôt sur l'aspect organisation et coordination des activités. Donc, ce que je vais vous présenter après, c'est plutôt les aspects, je veux dire, les résultats qui ont été obtenus durant l'année 1 du programme Président. L'année 1, c'était, en gros, c'était à partir de mars 2025 jusqu'à mars 2026. Donc, en gros, on a fait la cérémonie de lancement au niveau central, dans arrive après à Fenegivest, dit dans les deux régions, après à Machunga. Après, il y a aussi cet aspect de PGI, comme ils disent, protection du genre et inclusion. Pour le programme, c'est un truc très poussé. Pour eux, c'était un genre GEDC, c'est-à-dire Gender, Equality, Diversity, Social Inclusion. Donc, en gros, il y a toute l'équipe donc Résiliente qui a été formée en ligne grâce aux plateformes de FRC sur l'aspect protection genre inclusion. Après, il y avait une session en présentiel où il y avait des points focaux pour chaque représentant de l'organisation donc Résiliente qui ont été formés sur cet aspect-là. Et donc, le truc, c'est que ça va être en cascade. C'est-à-dire que les points focaux formés vont transmettre pour chaque organisation, c'est quoi vraiment l'aspect PTA que l'on va en fait considérer, utiliser tout au long du programme Resilience. Donc, après, il y a aussi le plan de pérennisation qui a été euh, développer et concrétiser dans le sens où, puisque comme chaque programme, chaque projet, c'est des trucs, disons, avec des, disons, dans le sens où il y a 4 années de projet, tout ça, donc ça va se finir. Donc, comment assurer que il aura une succession ou bien, disons, comment on dit ça, la durabilité du projet, en fait. Donc, on a développé un plan de pérennisation du programme et qu'on va essayer de mettre en place et on va essayer de faire ce truc-là fiable tout au long de ce que l'on va rencontrer au cours du projet.
Donc, il a des mineurs changements et tout ça au fur et à mesure que le projet va avancer. Donc, il y a la partie 1, c'est-à-dire sur la partie réforestation, comme j'avais dit. Là, c'est plutôt, donc en premier lieu, c'était sur l'aspect recherche sur le climat, changement climatique et tout ça. Donc, en gros, là, c'est le travail d'un postdoc à Édimbourg. Euh, le postdoc travaille plutôt sur des données climatiques et tout ça pour, en fait, pouvoir prédire euh, dans le futur l'état de survie des bambous suivant les différents aspects climatiques de Madagascar. Donc, il y a pas mal d'espèces. Le postdoc a considéré plusieurs espèces et considéré c'est dans quelle partie de Madagascar que cette espèce est plus viable. Il va aussi prédire dans le futur jusqu'à quelle année l'espèce aura cet aspect de viabilité dans chaque région adaptée à l'espèce. Après, il y a aussi l'aspect foresterie proprement dite, c'est-à-dire il y a il y a un autre postdoc à Madagascar qui s'en charge dessus, notamment sur, là c'est plutôt l'aspect inventaire. Donc, comme j'avais dit avec Jim quelques jours avant, comme le programme vient d'être lancé, on n'a pas la disponibilité des espèces, disons, de bambou pour faire des études et tout ça par rapport au bambou. Donc, on a plutôt essayé de travailler avec d'autres partenaires qui ont déjà des plantations de 2 ou 3 ans de bambou. Qui sont disponibles. Donc, on a travaillé avec eux, on collaborait avec eux pour leur proposer de faire des inventaires, des études dans leur site pour avoir des informations sur disons, les croissances de leur bambou et tout ça. Aussi, l'aspect de l'invasivité du bambou qu'on a essayé de travailler. On a essayé de faire des études, donc des bambous qui ont été introduites, mais aussi avec d'autres bambous qui sont natifs pour étudier cet aspect invasivité du bambou. Donc là, ce sont les plantations dont, je ne me trompe pas, c'était à Tamatave. Ouais, 6 à 10 ans de plantation de bambou, Tamatave. Après, donc, toujours dans l'aspect foresterie, on a aussi essayé de mettre un essai de plot expérimental pour la croissance comme j'avais dit tout à l'heure, on va faire un plot expérimental déjà. Dans le plot expérimental, il y aura juste une partie où on va mettre espèce 1 de bambou, espèce 2 de bambou, espèce 3 de bambou. Après, il y aura d'autres parties dans cet essai expérimental où on va essayer de mélanger avec d'autres espèces autochtones pour voir s'il y a possibilité de le mettre en agroforesterie, s'il n'y a pas d'effet allélopathique, etc. Donc, dans le programme, c'était prévu 2 hectares, mais concrètement, pour avoir plus de données fiables et tout ça, scientifiquement parlant, on a essayé d'avoir plus de superficie pour les deux régions, Pouéné et Fenifest. Donc, on a un plot de 6 hectares au total pour les deux régions. Donc, voilà le plot, comme j'avais dit tout à l'heure. Quelque part, on va juste mettre des bambous. Quelque part, on va essayer de mélanger avec d'autres espèces autochtones pour voir, comme c'est un essai expérimental, donc pour voir comment évoluent les espèces, est-ce qu'il a des effets sur la présence du bambou ou non dans l'espèce en question. Donc là, c'est juste des trucs, disons, à petite échelle avant d'attaquer, comme j'avais dit tout à l'heure, avec 14 hectares de plantation et tout ça pour la finalité du programme.
C'est toujours le truc là sur les expérimental. Donc là, je pense que c'est les derniers, disons les dernières images à jour. C'était en février ou mars 2026. Donc les plantations poussent bien, on peut dire. Donc voilà, là c'est par rapport au renforcement de capacité, c'est-à-dire que on essaie encore on essaie encore de finir les parties recherche, notamment sur les essais expérimentaux et tout ça, afin d'attaquer à la partie où on aura des résultats de recherche sur la plantation et on peut en fait partager ces parties-là sur avec les communautés. Donc, après, dans la partie 2, comme j'avais dit, c'est par rapport à l'utilisation ou la valorisation et utilisation durable des espèces de bambous plantés. Donc, en premier lieu, il a l'aspect social. Notre collègue Manch a déjà expliqué un peu ça avec vous, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas l'étaler là-dessus. Il y a aussi, après, l'aspect carbonisation. Donc, en gros, on a essayé le postdoc qui s'en charge dessus a essayé de euh, tester plusieurs types de foyers pour savoir c'est quel type de foyer est le plus, comment dire, où on aura plus de rendement, je veux dire, et quel est le technique le plus low cost, c'est-à-dire à la portée des communautés qu'ils peuvent aussi reproduire facilement par la suite. Donc là, c'est le technique traditionnelle. Là, c'est plutôt hybride, c'est-à-dire que, en gros, donc moi, je ne suis pas spécialiste, hein, mais en gros, les types de foyers là se diffèrent par rapport au centré de aération du foyer. Donc, le postdoc est avec moi dans le bureau, donc peut-être que si vous avez des questions dessus, il pourra vous éclaircir un peu plus tout à l'heure. Donc là aussi, il y avait un dôme prévu, mais le dôme, en fait, c'est un truc assez coûteux déjà. Et après, c'est un truc aussi fixe. C'est-à-dire que une fois que toutes les plantations de bambou à côté seront, disons, une fois qu'il aura plus de bambou à la disposition à côté, les communautés seront contraintes d'aller plus loin pour avoir des bambous à carboniser. Donc, c'est là un peu les avantages de ces autres techniques-là, notamment les traditionnelles qui peuvent, une technique qui peut se rapprocher au fur et à mesure des disponibilités de bambous, au lieu d'avoir un truc fixe là comme technique de carbonisation. Donc après, il y a aussi l'aspect traitement du bambou, comme moi j'avais dit tout à l'heure, puisque le bambou, parfois on a toujours tendance à voir que le bambou craque plus vite et tout ça. Donc aspect durabilité, c'est une autre question très pertinente. Donc il y a un postdoc cherché dessus qui a essayé de, disons, faire plusieurs recherches, que ce soit scientifiquement parlant ou à partir des perceptions des communautés sur les meilleurs moyens de traitement de bambou pour avoir une meilleure durabilité. Donc, il a trempé dans le boue, il a injecté, je ne me trompe pas, c'est des solutions pétrole et insecticides. Il a aussi fait des packs de trompage pour accès à l'eau de mer aussi. Et il a conçu un hangar pour ces C-là. Donc, je reviens comme tout à l'heure, hein, le truc, c'est que on veut voir à la fin, c'est quelle technique qui est, disons, peut-être pas vraiment la meilleure technique, mais la technique le plus low cost et reproductible pour les communautés, que l'on puisse transmettre aux communautés pour qu'ils puissent voir cet aspect, manière de valoriser le bambou euh, pour leur, disons, pour leur propre intérêt.
Donc, pour terminer, c'est la partie construction. Par a déjà aussi expliqué avec vous cette partie-là. Mais en gros, en fait, comme j'avais dit, en gros, le truc ici, c'est de vraiment de voir si on utilise le bambou, notamment en pensant au Dendrocalamus giganteus, là, comme pilier des maisons, c'est à quelle profondeur qu'on devrait mettre les piliers pour qu'ils puissent être plus résilients aux cyclones. C'est comment les jointures, est-ce qu'on utilise, je sais pas, des clous ou des jointures traditionnelles pour que ça puisse être disons, plus résiliente face aux différents effets de cyclone et du vent, etc. Donc, c'est plutôt très, très mécanique et structurel. Je ne sais pas trop dessus, mais c'est Paris, notre postdoc, qui travaille là-dessus. Donc, c'est comme tout à l'heure, hein, on va essayer de voir c'est quoi les meilleures jointures à faire avec le bambou, c'est quoi les meilleures jointures plus résistantes par rapport aux forces aléas climatiques et tout ça, que l'on va transmettre après en communauté, et aussi par rapport aux profondeurs des piliers et tout ça. Donc là aussi, c'est, comme je dis, la deuxième année, c'est plutôt vraiment axé sur les parties formation et tout ça. Mais toute l'équipe est actuellement en train de finaliser les parties recherche pour avoir les résultats de recherche, effectivement, et pour pouvoir euh, préparer les kits et pour pouvoir les transmettre aux communautés. Donc là, c'est kit sur le traitement du bambou. Ok. Ok, donc la dernière partie, c'était sur la création d'entreprises et renforcement d'entreprise sur le bambou. Donc, avant d'entrer là-dessus, il y a deux ou trois points très importants à, à considérer, notamment l'analyse du marché. En premier lieu, après, la sécurisation foncière. Parce que ici à Madagascar, les questions sur l'aspect foncier, c'est très, très, disons, une truc problématique, en fait. Donc, on a essayé de, comment on peut dire ça, trouver ou embaucher un consultant là-dessus, pour étudier l'aspect foncier, c'est-à-dire étudier l'aspect accès de la terre pour les communautés et tout ça. Donc, il a un peu travaillé dans les deux régions. Il a aussi travaillé sur les différentes figures de accès des terres, c'est-à-dire que est-ce que c'est des terres individuelles ou terres collectives? C'est quoi la meilleure option pour Pirisilente dans le futur où il faudra essayer de mettre une grande hectare de bambou en place, etc. Donc, c'est en cours de finition aussi. Et après, il a aussi l'aspect analyse du marché. Donc, comme j'avais dit, il aura une sorte de formation notamment des communautés par rapport au handicraft là, pour faire les transformations de bambou dans le fonderie et tout ça. Donc, il a aussi un consultant a été recruté pour étudier cet aspect, analyse du marché, tout ça. Donc, ce sera aussi en cours et on aura les résultats de ce truc-là. Donc, après, là, ça va commencer en année 3. Donc, peut-être que j'ai oublié de dire ça, mais le programme brésilien, ce sera pour 4 ans, à partir de mars 2025 jusqu'à mars 2029. Et la partie recherche a été plus poussé dans les premières et deuxième années de Brésilien, mais après, il aura les successions de formation et valorisation des résultats à partir des formations et tout ça, destiné aux communautés locales pour qu'ils puissent avoir la possibilité de valoriser durablement leur plantation de bambou. Donc voilà, merci pour votre attention.
Les postdocs sont là, disponibles pour, pour répondre s'il a des questions pertinentes, des questions spécifiques. Mais j'ai essayé juste de présenter en gros Piggy dans, en gros, en général. Merci. Super, merci beaucoup, Thiago. Est-ce que tu m'entends? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ben non, c'était pour te remercier encore. Très, très ambitieux, il y a plein de choses. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions dans la salle, peut-être des précisions à demander ou bien non? Est-ce qu'on pourrait avoir les slides qui ont été présentés ou est-ce que ça reste encore confidentiel? Désolé. J'ai dit, oui, on peut partager les slides, hein, il n'y a pas de souci, hein. Notre but ici, surtout, hein, j'avais oublié de dire, mais notre but ici, parce que euh, je pense que le programme, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est très, très ambitieux. Si on se tient juste à notre écart, on n'aura pas la possibilité d'atteindre tous ces objectifs. Donc, notre principal but aussi, c'est de partager avec tout le monde, d'avoir, disons, des possibilités d'avoir des bons en avant s'il y a déjà des études faites dans les espèces, si on a des espèces en commun, qu'on peut partager des informations dessus, ou bien s'il y a des trucs par exemple, sur le traitement de bambou, s'il y a des avancées de votre part à La Réunion qu'on pourra partager avec nous à Madagascar ou inversement, s'il y a des techniques de carbonisation faites à La Réunion qui peuvent être partagées ou inversement aussi. Donc voilà le but en fait. Donc il n'y aura pas de souci de partager le slide, hein. Mais c'est là en fait vraiment notre but, c'est d'avoir des échanges et des informations qui pourrait nous aider dans la concrétisation de toutes les activités dans Pays Résiliente. Donc, ouais, je partage à Jim et ceux qui veulent Ok, la présentation, vous pouvez demander à ça Jim marche. après. Ben, merci beaucoup. Ouais, je vais transmettre aux personnes qui veulent voir. On a une autre question. Si en tout cas, vraiment, c'est un travail vraiment très très complexe. Vous êtes combien en fait à travailler? Parce que vous avez parlé de beaucoup de postdocs. Finalement, ça représente combien de personnes pour ce gros travail? Donc, euh, j'essaie de compter là. Il y a un postdoc sur le traitement du bois, postdoc sur construction, un postdoc sur l'aspect social, un postdoc sur la foresterie, un postdoc sur la carbonisation et un dernier postdoc sur le climate changing à Édimbourg. Et après, il y a aussi disons, comment on dit ça, des leads au-dessus des postdocs, notamment des professeurs, en fait, qui essaient de cadrer leurs études, de travailler ensemble avec eux pour avancer dans le sens où, donc, il y a un professeur pour chaque postdoc. Après, il y a le programme, moi, programme manager qui essaie de coordonner tout ça. Et je pense que j'ai quelque chose à partager avec vous avec ça, mais je vais essayer de trouver. On a un truc, comment on dit ça? Les nations de l'article. Un organigramme. Ouais, ouais, c'est ça, ça. Juste une minute. Je vais te trouver. On a ça. Je pense que c'est ça. Organigramme. Ah, ok. Je vais repartager. Hop, c'est pas le caméra. Ok. Je vais zoomer là. Donc voilà. Voilà en gros tous les comment on dit ça, toutes les personnes impliquées dans le programme Pi Résiliente. J'ai oublié de dire, là, il y a les points focaux pour chaque région. Point focal pour Finifest et point focal pour Machunga. Il y a aussi des assistants de recherche, assistants techniques plutôt, qui ont été impliqués dessus. Et voilà, t'as les postdocs, les professeurs qui les encadrent, tout ça.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ouais, c'est 21. une grosse équipe, hein. 21 personnes. 21 personnes impliquées, disons directement, mais après, il y a aussi les autres, comment on dit ça, les autres euh, partenaires, comme je dis, par exemple, la CM-Part ou Croix-Rouge, ils ne sont pas ici, mais là, c'est juste le parti recherche, en fait, Oui, pour le programme oui, Brésilien. Mais ouais, il y a pas mal de monde ok, impliqué dessus. Ouais. ok, super. Et vous faites des comités de pilotage, des réunions un peu régulières sur ce projet, j'imagine. Est-ce que c'est possible de rejoindre pour assister, pour voir, pour suivre en fait l'évolution? Est-ce que c'est un groupe qui est fermé totalement? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup et ouais, si c'est possible de rejoindre un peu pour participer aux échanges aussi. Oui. Donc, oui, je pense que oui, c'est possible, hein, parce que par rapport au comité de pilotage, on a deux comités de pilotage pour chaque année. L'une, c'est Oui, plutôt un peu à la France ou bien entre le premier et deuxième trimestre pour voir en gros c'est quoi les activités à prévues pour cette année, tout ça. Et l'autre plutôt vers la fin de l'année, c'est-à-dire entre le troisième et quatrième trimestre pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui devrait être, c'est-à-dire retrajectoire pour assurer que les activités de l'année puissent être vraiment finies, tout ça. Donc, juste pour info, l'année dernière, par exemple, on avait fait 12 disons, entités, organismes extérieurs du président pour le comité de pilotage. Après, oui, il y a fait d'autres institutions qui ont rejoint le deuxième comité de pilotage parce qu'il y avait surtout l'aspect météorologie qu'on n'avait pas considéré dessus. Alors que l'aspect climatique, c'était vraiment un truc intéressant dans le truc. Donc, il y avait la direction de la météorologie qui a rejoint la deuxième comité de pilotage. Il y a aussi le PLAE qui avait, comme j'avais dit, des plantations de 6 à 10 ans de bambou qui a été intéressé à intégrer le comité de pilotage en deuxième partie. Donc, je pense que oui, on est ok, ouvert à d'accord. d'autres institutions. Ouais. Ok, ben on reprendra contact et pour suivre un petit peu ça de plus proche. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, Tiavina, c'était très intéressant. Et s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, question de monsieur. C'est tout simplement il y avait ou sénérité un étudiant qui a été encadré sur la pyrolyse de Barara. Mm, Et le rendement tenu pour le charbon, c'est entre 20 et 34 à peu près. Et on a obtenu des cheveux pyrolyseux et des gaz de Les pyrolyse pyrolyses. qui est également un combustible qu'on peut brûler. Ok. Du dioxyde de carbone et de l'hydrogène là-dedans. C'est une information. Ouais, c'est intéressant. Ouais, parce que la pyrolyse, nous aussi, à La Réunion, on a regardé aussi un petit peu sur d'autres ressources. Mais en tout cas, ouais, c'est une valorisation où tout est utilisable, le gaz, le liquide et le solide. Donc c'est complet, donc c'est super intéressant. Ok. Top, bah, merci beaucoup. Bon, on arrive à peu près à l'heure. Je pense qu'on peut clôturer. Là, au moins, on fait une petite pause. Après, bah, la dernière partie de cette matinée dans l'autre salle. Ah, bah, merci beaucoup à tous. Merci, Tiavina. Je vais couper le webinaire. Merci encore. Et on se recontacte Peut-être, peut-être. pour prendre la tâche de ce projet. Oui, merci Jim, merci beaucoup pour l'invitation et on se tient en contact. Merci, merci. Avec plaisir. Au revoir. Bon, à tout à l'heure.